Eh bien, merci à tous et toutes pour votre présence. On va du coup pouvoir commencer progressivement. Donc, on est sur ce deuxième webinaire organisé par la FUB. J'espère que certains d'entre vous étaient au premier webinaire qu'on a fait, première série de ce webinaire pour vous, du coup, plutôt qui travaillait dans les différents conseils départementaux en France. On en avait fait un premier qui était sur le sujet du vélo au collège. Et ce deuxième webinaire, comme vous pouvez le voir, s'intéresse plutôt aux questions de la sécurité des cyclistes en milieu rural. Je vais laisser notre coprésidente Céline Scornavaca introduire ce webinaire, dire un mot, et puis on enchaînera avec le sujet. Céline, c'est à toi. Merci Chloé. Je suis Céline Scornavaca, donc je suis coprésidente de la Fédération des usagers et des usagères de la bicyclette, en charge donc du projet politique. Donc avant de laisser Chloé présenter nos positions pour la mise en place de politiques publiques innovantes, sobres et inclusives pour assurer la sécurité des cyclistes dans les territoires non urbains, je veux vraiment remercier chaleureusement les départements de France pour cette opportunité de partager avec vous nos préconisations et pour aussi vous remercier d'être si nombreux et nombreuses. On continue donc à accepter des participants et participantes. Et Chloé, si tu veux, je peux prendre la main une fois que j'aurai fini ma petite introduction. Donc, cela montre un vrai engouement des départements pour faire du vélo un levier central de la transition écologique et sociale bien et vite. Donc, je vous souhaite un excellent séminaire. Merci beaucoup Céline, et je suis sûre que tu voulais dire webinaire plutôt que séminaire. On n'est pas encore, on fait pas encore des séminaires avec vous, département, peut-être un jour. Super, merci beaucoup Céline. J'enchaîne rapidement pour vous présenter l'ordre du jour de ce webinaire. On va d'abord rapidement et re-rapidement, puisqu'on l'a déjà fait à l'occasion du premier pour ceux et celles qui étaient là, présenter la FUB, mais aussi du coup la convention de partenariat, comme l'a dit Céline, qui a été signée entre Département de France et la FUB. Il y aura une intervention ensuite de Jean-Philippe Druzard, qui est ici dans cette réunion, et j'en suis ravie, pour le département du Morbihan, qui vous partagera ses principales recommandations et guides techniques sur les aménagements à mettre en place, et y compris en milieu rural. Vous aurez un temps aussi de questions-réponses avec Jean-Philippe à ce moment-là pour lui poser toutes les questions sur cette présentation qui va être d'une dizaine de minutes. Et ensuite, nous, la FUB, on vous présentera nos recommandations, comment est-ce qu'on peut déployer la solution vélo en milieu rural. Et Axel sera là aussi. N'hésitez pas à lui poser des questions. Il est chez nous un petit peu, il chapeaute les questions infrastructure, aménagement. Donc, il sera ravi de répondre à vos questions un petit peu plus précises sur ce volet-là. Très rapidement, du coup, puisque je suis sûre que vous connaissez par cœur la FUB maintenant, puisque vous étiez au premier webinaire. La FUB, du coup, c'est la Fédération des usagères et usagers de la bicyclette, et donc c'est une fédération d'associations. On est aujourd'hui plus de 550 associations partout en France, et il y a du coup euh, plusieurs activités que portent nos associations, que ce soit autour de la réparation de vélos, autour du plaidoyer évidemment pour accompagner les collectivités locales dans leur politique vélo. Il y a aussi des vélos-écoles et puis de la production d'expertise. Donc là, vous avez un petit panel de nos associations un petit peu historiques, mais il y en a bien plus que ça. Vous aurez bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais le support de présentation à la fin, et vous pourrez à chaque fois retrouver les éléments que je vous montre ici. Donc là, pour cette slide-là, c'est donc la carte avec toutes les associations qui sont présentes sur vos territoires. Mais la FUB, c'est aussi du coup une tête de réseau, et donc à ce titre-là, on a plusieurs missions. On a bien sûr la mission de fédérer ce réseau d'associations et de les outiller et de leur permettre de monter en compétence sur les sujets vélo pour vous accompagner au mieux, vous, département notamment. Il y a aussi représenté évidemment le vélo et ses usagers et usagères dans le débat public. Donc aujourd'hui, on a encore plus un rôle à jouer que d'autres périodes. Et puis évidemment, accompagner les collectivités dans le développement du vélo. Et ça, c'est un volet qui est particulièrement important et qui aujourd'hui va peser, puisqu'on va vous présenter du coup, nous, la note de position qu'on a faite pour accompagner les collectivités qui auraient un rôle à jouer dans les territoires ruraux.
Je mets une petite pub là et Axel, tu devrais être content pour le baromètre vélo, qui est la grande enquête citoyenne sur le vélo qui permet deux choses, à la fois pour les habitants et habitantes des territoires de renseigner un petit peu le niveau de sécurité quand ils circulent à l'intérieur de leur commune, mais pour vous aussi département, c'est un superbe outil qui vous permet très rapidement d'identifier les endroits qui sont particulièrement dangereux et qui requièrent peut-être une attention de votre part. Je vous invite du coup, si vous le pouvez, à relayer le baromètre vélo pour qu'un maximum d'habitants et d'habitantes de vos départements puissent y avoir accès et que ça permette aussi à vos communes et intercommunalités de pouvoir mettre en place des politiques vélo ambitieuses. On retrouve Céline encore sur cette photo, vous l'avez en deux fois. Mais du coup, pour vous dire qu'effectivement, la FUB et Départements de France ont signé une convention de partenariat. C'était en décembre 2024, donc il y a très peu de temps. Et dans cette convention de partenariat, on s'est engagé, la FUB, à accompagner les départements sur deux axes principaux, que sont du coup le développement du vélo dans les collèges, raison pour laquelle on vous a fait un webinaire il y a un mois pour vous présenter nos recommandations. Il y avait eu l'intervention du département de l'Hérault et la sécurisation des voiries départementales, et du coup plutôt en milieu rural, raison pour laquelle on fait ce deuxième webinaire. On a aussi tout un volet d'accompagnement des collectivités et notamment sur le volet financier avec des programmes bénéficiaires des certificats d'économie d'énergie qui sont aussi à votre disposition et on vous en présentera un aujourd'hui qui est particulièrement en lien avec notre thématique. Les campagnes aussi de la FUB, dont par exemple le baromètre vélo. Et puis, l'appui, ensuite, si vous avez des questions, des besoins, à la fin de ces deux webinaires, vous aurez deux notes de synthèse qui vous apporteront tout ce qu'on vous a dit à l'occasion de ces deux webinaires. Très rapidement encore, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais pourquoi est-ce que nous, la FUB, on s'intéresse particulièrement à vous, département? C'est un échelon qui nous paraît particulièrement intéressant. Pour 5 raisons principales, si je devais les résumer, même s'il y a beaucoup de choses. Il y a l'échelle sur laquelle vous agissez, qui nous paraît importante parce qu'elle est un petit peu à l'échelle des besoins déplacements vélo, qui peuvent être des déplacements courts et de moyenne distance. Les compétences aussi, qui du coup vont jouer sur tout un tas de volets qui peuvent du coup améliorer les conditions des personnes qui font du vélo. Donc on pense à la mobilité solidaire, on pense à la gestion des collèges, à la sécurisation des voiries départementales, au tourisme, etc. La gestion aussi d'une partie du réseau routier. Vous avez donc à la gestion une grande partie des routes et donc des routes départementales qui relient du coup les communes et c'est pour ça que c'est intéressant. La capacité de coordonner les collectivités, communes et EPCI bien sûr, et donc la capacité d'agir sur les territoires ruraux, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a fait il y a quelques années un guide spécialement pour vous, qui met en lumière un petit peu le partenariat que pourraient devenir les associations membres de la FUB et les départements dans le développement de politiques vélo ambitieuses. Pour retrouver le guide, même chose, je vous renverrai la présentation à la fin. Mais dans ce guide-là, vous retrouverez notamment 13 recommandations au moment où vous voulez élaborer un plan vélo. Voilà, quels sont nos conseils? Quand on a fait ce guide, on a fait un petit peu le tour d'horizon des premières expériences de département et on voulait du coup, on peut vous les présenter à ce moment-là. Je vais laisser du coup tout de suite Jean-Philippe du coup nous faire une présentation de ces actions au niveau du département du Morbihan. Jean-Philippe, c'est à toi du coup pour 10 minutes. Tu auras ensuite du coup plusieurs questions. Je suis sûre que ça suscitera beaucoup de questions et on les récoltera pour te les poser si ça te convient. Ça marche. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Jean-Philippe Dussard, je suis responsable du service infrastructure cyclable au département du Morbihan. J'étais auparavant en Ille-et-Vilaine et j'en profite pour passer le bonjour à Céline Tertrais et à Chirel Lemon, mon ancien élu et la personne qui m'a remplacé. Juste pour présenter le Morbihan, c'est le département qui est situé en Bretagne, un des 4 départements bretons. Rappelez juste la politique du département assez rapidement, c'est-à-dire qu'on intervient auprès des intercos et des communes via un dispositif d'aide, 30% dédié à la mise en place d'équipements, d'infrastructures cyclables. Et puis parallèlement, les élus départementaux souhaitaient aussi participer activement au déploiement d'infrastructures cyclables.
C'est pas une compétence du département, pour autant il y a des forts enjeux aussi dans le Morbihan comme ailleurs, et donc le président a dit moi je veux, et les élus ont dit je veux développer l'infrastructure cyclable. Pour cela, en fait, on a concerté les 15 intercommunalités morbihanaises pour identifier avec elles des liaisons du quotidien et ou vélo touristique. On est vraiment sur du vélo au quotidien, situées le long des routes départementales ou à proximité, présentant un fort potentiel de report modal vers le vélo et plutôt de courte distance, 5, 6, 7 km. Donc ce travail il a été effectué en 2022 et donc on a demandé aux intercos, faites-nous remonter vos projets. On a reçu à peu près 120 projets, 132 je crois de mémoire. Et donc j'ai procédé un peu à l'étude d'opportunité pour voir celles qui pouvaient correspondre aux enjeux et objectifs du département. In fine, on a retenu 62 pistes. Ça fait 250 km de pistes cyclables sécurisées et confortables qu'on va déployer d'ici une dizaine d'années. En fait, ça a déjà débuté. Donc première phase, un peu stratégie, on a le point A, on a le point B, pour autant après on a lancé des études de faisabilité pour voir quel était le meilleur tracé au regard d'alternatives existantes, des transports communs existants, des problématiques foncières et des enjeux environnementaux. Avant de parler du guide, je voulais juste dire, voilà, nous, l'objectif, ce n'était pas forcément de faire de l'infra pour faire de l'infra. C'est-à-dire qu'à un moment, sur un itinéraire, on peut avoir des alternatives et l'idée, c'est de tirer le tronçon manquant. Ce qui est important, je voulais souligner avant d'intervenir, c'était de dire aussi, dès la stratégie, il faut déjà regarder quand même les enjeux fonciers, les enjeux environnementaux, etc. Parce que parfois on dit ouais c'est super, ça passe, et en fait quand on passe dans l'opérationnel, ça passe pas du tout. Donc point de vigilance, attention quand vous imaginez des itinéraires, bien se poser la question est-ce que c'est réellement faisable ou pas, au regard de la topographie et autres. Donc nous, voilà, on a fait des études de faisabilité, on a déterminé des tracés qu'on a partagés avec les intercos et les communes, et puis assez rapidement, on est passé dans une phase opérationnelle, c'est-à-dire que concrètement, on a 10 études en cours là cette année, réparties entre mon service et puis 3 autres bureaux d'études en interne, qui sont des agences techniques, et on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Pour autant, on s'est dit en fait, OK, forte ambition politique, mais aussi forte ambition technique. Et quand on a commencé à se pencher sur le sujet, on s'est dit, mais à quoi vont ressembler nos pistes? Et donc, du coup, on a fait un peu de biblio, benchmark à droite à gauche, pour essayer de voir ce qui existait. Et en fait, on s'est vite rendu compte que certes, il y avait des guides techniques, surtout en agglomération, mais hors agglo et le long des routes départementales, il n'y avait pas forcément beaucoup de matière. Donc, il a fallu en fait créer notre propre guide. Ça va être la diapo d'après, je pense. Là, c'est moi qui partage peut-être. Non, voilà. Alors, pourquoi un guide? En fait, nous, on s'est rendu compte aussi en interne qu'on n'avait pas forcément les mêmes pratiques d'un territoire à un autre. Donc, des fois, une agence faisait du bleu et nous, on faisait du rouge. Enfin, j'image. Hein. Mais voilà. Et du coup, au moment, on s'est dit, non, il faut qu'on soit aussi cohérent. Et si demain, le département fait des pistes ou un autre maître d'ouvrage fait des pistes, il faut qu'il y ait une cohérence aussi et les mêmes critères, je dirais, d'appropriation du sujet pour que demain, l'usager, peu importe le territoire qu'il va traverser, il retrouve la même qualité d'infrastructure. Diapo suivante, si tu veux bien, Chloé. Le constat qu'on a fait, c'était aussi de dire, voilà, il n'y a pas forcément de guide technique. Ça, c'est la carte que tout le monde connaît, c'est OpenCycleMap. En fait, vous avez le réseau du quotidien à l'échelle de l'Europe. On voit bien la différence entre les pays du nord de l'Europe où le vélo est devenu une vraie culture et en France, à la même échelle, il n'y a pas grand-chose à part peut-être les grands itinéraires véloroutes et voies vertes. Et ce déficit quand même d'infrastructures, on s'est dit aussi, il est sûrement lié à un déficit technique que nous, on n'a pas ou on n'a plus. Alors, département ou tous les maîtres d'ouvrage en France, quoi. On peut passer après, si tu veux bien. Voilà, donc les 62 pistes qu'on va réaliser, sécurité, confort, c'est vrai qu'on s'est tablé sur les études de la FUB de 2017. Pourquoi je ne fais pas de vélo? Je ne me sens pas en sécurité, il n'y a pas assez d'aménagement cyclable. Donc nous, l'idée, c'est de concevoir des infrastructures sécurisées et confortables, mais surtout praticables pour que demain, elles soient pratiquées. Notre objectif aussi, c'était d'être sobre foncièrement en optimisant le foncier public. C'est l'illustration que vous avez en bas. On a parfois des plateformes routières qui sont hyper larges, où on a la place de mettre des infrastructures cyclables. C'est une possibilité. L'autre possibilité, qu'on n'a pas de la place, forcément, c'est être complètement en site propre dans le champ, je vais dire ça comme ça, mais là, il y a d'autres problématiques. En tout cas, nous, on s'est dit, si on veut aussi développer assez rapidement le vélo, sur les 62 itinéraires, on a à peu près un tiers qu'on peut réaliser dans les emprises du domaine public routier départemental. L'objectif, en optimisant le foncier aussi public, c'est de limiter les impacts sur l'environnement. Et puis surtout, entre la théorie et la pratique, on s'est dit, va vraiment falloir s'adapter aux réalités du terrain, car la place du vélo hors
comme en aglo parfois, elle n'a jamais été anticipée. Donc on se retrouve confronté avec des contraintes foncières, de l'urbanisation galopante, des enjeux environnementaux un peu partout. Donc il faut certes viser un optimum, un certain niveau de service, mais pour autant la réalité, elle nous ramène vite aussi à être pratico-pratique, quoi. Diapo suivante, si tu veux bien, Chloé. Voilà, alors, premier guide néerlandais, 1970. Il y avait un premier guide départemental dans le Morbihan en 2011, mais qui était plutôt très voie verte, vélo de tourisme, en fait. Et là, on se dit, bah voilà, depuis Covid ou avant Covid, on n'est plus forcément sur la même logique, on est vraiment sur du déplacement du quotidien, faire de la place au vélo pour que les gens ne prennent pas leur voiture sur les plus courts trajets du quotidien. Guide CEREMA, rendre sa voirie cyclable. Alors le titre est intéressant, voirie, on est plutôt en milieu urbain. Et puis le guide de l'État en 2024, aménager le réseau cyclable en dehors des agglos. Donc on a fait de la biblio. Pour autant, quand on a lu ces guides, c'est la diapo suivante, je crois, on s'est dit, OK, il y a plein de choses intéressantes, on nous explique c'est quoi une piste, c'est quoi une bande, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Pour autant, en phase opérationnelle, concrètement, on se dit, OK, mais le guide, il ne prévoit pas comment je gère l'assainissement. Est-ce que je sépare la piste ou pas? Oui, mais par quoi? Quelles sont les logiques d'entretien? Et donc, du coup, on s'est dit à un moment, il va falloir avancer, nous, et produire nos propres guides, qu'on a fait partager aussi avec les assos de la FUB et puis les intercos, pour se dire, à un moment, on va pas forcément attendre un guide national ou des recommandations CEREMA nationales, parce que dans le sujet, il y a plein de sujets, il va falloir nous avancer, innover, expérimenter. Donc on s'est lancé en fait sur 4-5 premières expérimentations. Aujourd'hui, alors c'est pas la science infuse ce que je présente, mais en tout cas, nous, il y a des choses qu'on confirme, il y a des choses qu'on va sûrement retravailler, quoi. Sur quoi ont porté les expérimentations? Voilà, il y a des choses qu'on connaît sur les largeurs utiles, etc. Pour autant, il y a des obstacles des fois latéraux, des marges de retrait qu'on va appliquer aussi. C'était le même principe en Ille-et-Vilaine. Pourquoi? Parce que des fois, il y a la largeur utile de la piste, mais quand vous êtes entre un mur et puis la voie, forcément, si vous mettez une séparation physique sur la route, la largeur utile, elle va en tout cas se réduire. Donc l'idée, c'est toujours de dire aussi, dans certains cas, est-ce qu'on a les 3 mètres? Oui. Est-ce qu'on peut faire plus? Oui. Et si on passe à 2,80 m, est-ce que c'est grave ou pas? Donc c'est toujours des réflexions qu'on a, quoi. Sur le revêtement, les rayons de courbure, obstacles latéraux, il y a des choses qui ont déjà été éditées par le CEREMA, donc on les reprend et on les applique. Donc quelque part, il n'y a pas de sujet. Pour autant, il y a des sujets qui n'ont pas été traités et c'est ce qui a fait l'objet d'expérimentation. Ça doit être dans les diapos d'après. Un des premiers sujets, en fait, on a un enjeu, nous, c'est de dire, OK, les gens vont être séparés la piste de la route, mais concrètement, on sépare par quoi et on sépare où, au regard de quoi? Cette problématique, en fait, on a monté un groupe de travail interrégional avec les départements bretons et des Pays de la Loire pour se dire, il y a un moment, il faut qu'on soit accompagné par le CEREMA, et c'est ce qui a été fait par le CEREMA Ouest, pour dire, vous, quelles sont vos pratiques dans les autres départements? OK, vous mettez de la bordure, pas de la bordure, une bande enherbée, est-ce que vous avez de la place? Quel est le trafic? Est-ce qu'il y a de la visibilité? Quelle est la part du poids lourd, etc. Pour se dire, est-ce qu'on peut avoir une sorte de grille de lecture qui nous dirait surtout ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire ou ce qui pourrait être recommandé? L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir des recommandations ou des prescriptions ou des normes, mais de se dire, tiens, dans tel contexte, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Pour autant, ça peut très bien marcher en Morbihan et pas marcher en Ille-et-Vilaine ou en Anjou, quoi, en fait. Vous voyez? Donc, il faut aussi être prudent par rapport à ce qu'on peut faire. En tout cas, ce travail-là, cette fiche, elle est sur le site du CEREMA. Et là, le CEREMA travaille aussi justement à cette problématique des dispositifs de sécurité physique. Je vais rentrer un peu dans le détail de ce thème parce que c'est un vrai enjeu pour nous. En tout cas, il y a un gros point dur, façon de parler. C'est ce que je viens de dire, on regarde la vitesse, le trafic. La photo en haut à gauche, alors je vais commencer en haut à droite. C'est une piste cyclable qu'on a fait dans les emprises de la route. Vous voyez, on a mis des grosses barrières routières et ces dispositifs, en fait, ce sont des glissières routes et uniquement des glissières routes. Elles ne sont pas forcément mixtes pour la route ou pour le vélo. Ce qui fait que, vous voyez, il y a une barre en bois, une lisse en bois qu'on a rajoutée volontairement pour protéger le cycliste parce que les poteaux, les supports, ils sont hyper dangereux pour le cycliste. On a fait cette expérimentation, tout le monde était content. Sur la photo de gauche, c'est une autre piste qu'on a fait 6 mois après et on a demandé à l'entreprise de remettre cette lisse bois. Et en fait, l'entreprise nous a dit, oui, mais si je mets la lisse, le produit n'est pas conforme parce qu'il a été crash testé avec des véhicules routiers, des véhicules motorisés et pas forcément cyclistes. Donc on s'est dit, on a l'air malin maintenant parce qu'on a des supports poteaux qui sont dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc vous voyez sur la photo, on a fait une bande de rive au ras ou à 30 cm des poteaux pour pouvoir faire un effet paroi et écarter le cycliste. Quand on a inauguré cette liaison, notre président a dit, mais il faut me trouver des supports, des capuchons
qu'on met sur les poteaux, parce que si quelqu'un tombe, c'est dangereux. Donc on est en train de passer un partenariat avec un lycée morbihanais, une filiale plasturgie, pour pouvoir mettre des capuchons, quoi. On aurait pu mettre de la glissière béton, mais en fait, l'État là nous dit aussi, si vous voulez, bah oui, mais les animaux qui vont traverser, ils pourront plus traverser. Donc, bah, nous, on n'est pas forcément pour ces glissières béton. Puis en plus, il y a un bilan carbone qui n'est pas très bon. Donc, vous voyez, en fait, on expérimente, et en fait, dès qu'on expérimente, on se retrouve avec plein de sujets. La photo du bas, en fait, c'est une liaison qu'on va inaugurer là au mois de mai. C'est deux communes rurales, deux bourgs, 400 et 700 habitants. Il y a des services dans une commune et il y a les équipements dans l'autre. Et en fait, les gens, il y a 2 kilomètres. Et là, il y a très peu de trafic. Donc, on s'est dit, c'est deux monodirectionnels, de part et d'autre de la route. Et on s'est dit, bah là, on ne va pas mettre des barrières parce qu'on estime que la vitesse à 70 permet en tout cas de ne pas mettre ces gros dispositifs de sécurité. Donc, on a mis une petite haie qui est en train de gentiment pousser. Pour autant, se pose la question aussi de la bande enherbée, de l'essence de la haie, qui va entretenir la haie. Et dans ce cadre-là, ce sont les communes qui vont entretenir les haies. Donc, ce sont des conventions d'entretien. Mais vous voyez, au regard de telles situations, on s'interroge systématiquement, barrière, pas barrière. Ces barrières-là, en fait, elles sont hyper larges aussi. Donc, on se pose la question aussi de glissières métalliques doubles qui protégeraient et le cycliste et l'automobiliste. On avance gentiment. C'est satisfaisant parce que le retour qu'on a, c'est que les usagers se sentent protégés. Pour autant, là, vous voyez sur la photo de gauche, on a complètement obstrué la bande d'arrêt d'urgence. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe en panne, il ne peut plus se garer sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est aussi des choix qu'il faut argumenter quand on va présenter les projets aux intercommunalités et aux communes. Pour autant, sur cette piste-là, tout le monde est content. Donc, on est plutôt content, nous aussi, techniciens. La diapo d'après. Ce qu'on a expérimenté aussi, c'était du jalonnement au sol, de la couleur au départ des pistes. Donc là, vous avez les illustrations en bas. On va vers un radon, une flèche, un temps de parcours et une distance. Et même chose dans l'autre sens. On ne voulait pas mettre des panneaux pour mettre des panneaux, en fait. C'est une vraie problématique aussi, les panneaux. On pose où, qui entretient, il est tombé, qui va le renouveler, etc. Donc on s'est dit, nous, ça va être assez simple. Même si les gens sont habitués parce qu'ils habitent le territoire, l'idée, c'est de dire de la couleur, je vais identifier l'usage, c'est jaune, c'est ocre, hop, je sais qu'il y a une piste vélo. Et puis du coup, comment on déroule. Et même chose, en fait, dès qu'il y a une intersection avec une voie communale ou une voie verte, et ben à l'intersection, même chose, on met ce revêtement coloré et un peu rugueux. Et on met des panneaux d'information sur la piste en disant attention, vous allez arriver, couleur jaune égale intersection égale point de vigilance. Rien n'empêche après aux communes ou interco de compléter ce jalonnement, en fait. Alors ça, on a imaginé ça, mais du coup, il a fallu quand même le formaliser dans notre guide pour se dire, mais concrètement, quelle taille je mets, quelle lettrine je mets, quel logo je mets. Et en fait, dans les guides techniques, souvent, on n'a pas ce détail-là. Donc là, nous, dans le guide, je ne sais plus quelle page c'est, bref, vous avez en fait à chaque fois les normes, les lettrines qu'on nous a choisies. Ça vaut pour une piste de 3 mètres, 3 mètres et demi. C'est-à-dire que demain, si je fais une piste de 2,50 m, forcément, je dois adapter la taille des lettres, quoi. Le retour qu'on a, c'est la même chose, c'est que les gens sont contents, c'est simple, lisible, efficace. Voilà. Donc, je pense qu'on maintiendra en tout cas ce coloriage ou cette couleur en fait au départ et en amont des intersections. Même chose, en fait, quand on décide de faire un itinéraire, on a le point A et on a le point B, donc on se concentre sur la piste, mais on se pose aussi, la question qui va se poser, ça va être comment je vais rabattre les gens qui sont au nord pour qu'ils puissent intervenir, prendre la piste au sud. Donc dans la liaison, là, le premier giratoire, là, c'est un giratoire, on réduit l'anneau pour pouvoir dégager du foncier, les bandes jaunes, permettant de créer la piste cyclable. Donc là, c'est pareil, c'est un réaménagement de giratoire. Et un peu en amont, pareil, il y avait un carrefour qui était dangereux. Donc là, on crée un giratoire aussi, avec un anneau complètement indépendant de l'anneau motorisé. Comme ça, les gens sont complètement en sécurité, quoi. Le fait de créer un giratoire, pour la petite histoire, on a impacté 18 mètres carrés de zone humide qu'il a fallu compenser, quoi. Donc vous voyez, il y a certes, je dirais quelque part, la piste cyclable, mais tous les à côté, le rabattement, la gestion des intersections. Et c'est vrai que des fois, pas forcément dans les guides, ça apparaît. Donc l'idée, dans le guide, vous avez cette illustration qui permet de vous dire attention, parce que comment je vais rabattre, comment je vais gérer les intersections, comment je vais gérer les franchissements. Se posait aussi la question de certains giratoires. Voilà, donc là, on crée des passages en 2 temps, en fonction, on abaisse la vitesse de 80 à 70 km/h et on crée des passages sécurisés aux endroits les plus dangereux. Là, ça vaut pour un trafic entre 2500 et 5000 véhicules jour. Dès qu'on est à plus de 5000 véhicules jour, on passe soit en dessous, soit au-dessus. Pour autant, parfois, on est dans la capacité technique de faire un passage inférieur ou un passage supérieur. Et donc, du coup, on revient à cette possibilité. En fait,
on a la doctrine, et après, il y a toujours des adaptations au cas par cas, selon le trafic, selon la part de poids lourd, selon le flux automobiliste, le flux attendu piéton et cycle, et puis la visibilité. Et le foncier disponible aussi. Dans le guide, on va retrouver aussi des conseils et des alertes sur la construction d'un ouvrage d'art. C'est vrai que nous, on a la chance au département du Morbihan d'avoir des collègues qui sont spécialistes du génie civil, qui font de la passerelle, qui font du passage inférieur. Et c'est vrai que moi, je suis complètement novice dans le sujet et je leur ai dit, mais qu'est-ce qui est important, en tout cas, quand on fait une passerelle, quels sont les points d'alerte, notamment dans un cahier des charges? Parce que c'est vrai que pour les chargés de mission mobilité, parfois, on n'a pas de cahier des charges spécifique, on n'a pas de service, et quand il faut imaginer un cahier des charges, c'est compliqué. Donc là, on a dit, bah voilà, à minima, un cahier des charges, il doit comprendre ces aspects-là. Et puis aussi pour la convention, il y a un exemple dans le guide. L'idée, c'est de dire aussi bah, qui fait quoi. Et nous, on fait signer les conventions d'entretien avant de débuter les travaux. Comme ça, les choses sont claires. Donc, on se réunit avec la commune pour leur dire bah voilà, il y a la piste, il y a le dispositif séparatif ou pas, il y a une bande enherbée ou pas, qui fait quoi. Comme ça, après, le jour, la mise en service est faite. En tout cas, vous n'avez plus de difficultés et chacun est dans son rôle, quoi. Donc voilà un peu les grandes lignes. Pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que il faut avancer. Et nous, on a pris le pari d'avancer quelque part et d'expérimenter. Aujourd'hui, on a des bons retours. Il y a des choses, certains contextes qui sont tendus d'un point de vue foncier, donc on ne mettra pas de barrière, on mettra plutôt de la bordure. Voilà, un chanfrein côté cycliste. En fait, même s'il y a une doctrine, c'est toujours du cas par cas parce que chaque projet est différent. Pour autant, il y a des choses qui marchent. Le marquage au sol, on est hyper satisfait, les gens sont hyper satisfaits parce que c'est simple. Voilà, ça marche bien. Les gens veulent quand même de la sécurité, du confort, donc attention à la largeur utile de la piste. Encore une fois, 3 mètres recommandation. Si nous, on peut faire 3,50 m, on ne s'en prive pas. Parfois, ça fait 2,50 m parce que on a de l'urbanisation de part et d'autre de la route et on se dit s'il faut détourer la maison ou se remettre dans le champ, c'est d'autres procédures, c'est des acquisitions foncières. Donc, on essaye d'être pratico-pratique. Et ce guide, comme je disais, il est à la fois pour les services du département, mais aussi tous les maîtres d'ouvrage qui vont intervenir le long des routes départementales. Donc, on a essayé de faire simple, efficace et pragmatique, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je crois qu'il y a des premières questions pour toi. Je ne sais pas, Axel, si tu en as récolté, si tu veux en poser directement, si tu es Oui, toujours là. oui, exactement. Je suis toujours là. Désolé, j'ai quelques petits problèmes techniques, mais je suis bien là. Une première question. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour l'explicitation de ce guide et de votre travail. Et une première question concernant la continuité des aménagements et notamment de ces aménagements voies vertes qui se raccrochent à l'agglomération. Comment Ouais. vous travaillez ça au Morbihan? En fait, il y a un deal au départ avec les intercos et les communes, c'est de dire nous on fait la section Raraglo, mais eux s'engagent à assurer la continuité cyclable dans un délai de 2 ans. Voilà. Ça marche. En fait, on a fait notre première opération en 2023 et là, la commune a lancé en fait la continuité cyclable jusqu'au centre-ville. On ne le formalise pas dans une convention, mais c'est un peu le deal, comment je dirais, contrat de confiance, comme chez Darty, là, pour se dire, OK, nous, on fait. En tout cas, nous, généralement, on étudie l'ensemble de la section. Du départ d'un giratoire qui est en agglo du centre-ville jusqu'à l'arrivée de l'autre commune. Comme ça, on mène toutes les études et comment la commune dit, OK, nous, on réalise et on paye les travaux hors agglo et la commune paye ses travaux en agglomération. Généralement, c'est des petites sections. Mais le suivi des travaux, il se fait de manière conjointe. Et généralement, on fait un groupement de commandes pour se dire, on étudie tout, le département étudie tout, s'occupe des autorisations administratives. Par contre, voilà le projet qu'on vous propose en agglo, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et si oui, c'est la commune qui paye, quoi. Voilà. Comme ça, on assure la continuité. C'est vrai que sur certains itinéraires, on franchit un giratoire qui est en agglo. On s'est dit, on ne va pas s'arrêter au giratoire, forcément, et redémarrer après. Donc, des fois, il y a 150 mètres, mais ça se passe très bien, quoi, en fait, quoi. Alors nous, en plus, clairement, c'est la maîtrise d'ouvrage départementale et ce sont les projets des communes qu'on réalise, en fait. Ce ne sont pas nos projets. Donc c'est vrai que le département, il porte toute la procédure, il porte les acquisitions, il porte l'infrastructure et globalement, il fait le chèque, quoi. Donc c'est vrai que pour les communes, c'est tout gagnant, je dirais. Reste à leur charge parfois la partie en agglomération, quoi. C'est noté. Merci. Merci pour cette réponse et peut-être revenir. Donc, il y a une question sur un des aménagements que vous avez pu développer. Donc, c'est piste cyclable unidirectionnelle enherbée. Peut-être repréciser un peu le retour d'usage autour de ces aménagements. Alors aujourd'hui,
il y a du monde dessus. On n'a pas réduit la chaussée routière et on a des camions qui roulent volontairement dessus. Voilà. Donc là, on a à peu près 1000 plans à remplacer. Euh, on a des expériences sur des voies vertes très littorales qui longent des routes où il y a 7000, 8000 véhicules jour, séparés par une haie, alors qui fait plus ou moins 80 cm à 1,20 m, et on a 350 vélos jour, en fait. Donc alors, la difficulté, c'est que la haie, visuellement, elle va séparer, mais elle ne protège pas. En tout cas, nous, les ressentis qu'on a, et on avait échangé avec des associations morbihanaises qui nous disaient, OK, elle ne protège pas, mais en tout cas, on se sent en sécurité. Ça fait un écran quelque part. Alors, la barrière, c'est autre chose, c'est beaucoup plus onéreux. La haie se pose la question de l'essence et de l'entretien, mais en tout cas, quelque part, on n'a jamais eu d'accident là-dessus, sur des flux quand même assez importants. Après, on a certains axes routiers, nous, qui passent à 90 km/h, donc c'est vrai que l'objectif, c'est quand même de sécuriser l'ensemble des usagers, piétons, cycles, mais aussi automobilistes, quoi. Encore une fois, il y a peut-être des gens qui font que de la haie là-bas en herbe, ça marche aussi. Nous, on est aussi en zone littorale, il y a des périmètres protégés, donc on ne fait pas n'importe quoi non plus, parce qu'il y a des prescriptions aussi des services de l'État qui nous disent, bah là, on veut de la haie, là, un peu de minéral. Donc c'est toujours un peu dans les discussions, on se dit qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce serait le mieux. Et de toute façon, on soumet toujours les projets techniques aux communes et aux assos pour leur dire est-ce qu'on se trompe ou pas, quoi. C'est vrai que des fois, on voudrait faire ça, mais on n'a pas la place. Donc, il y a un moment, on réduit un peu la route, on réduit un peu la piste, mais est-ce qu'on se sépare ou pas, dans les courbes notamment, quoi. Mais sur la haie, on n'a jamais eu d'accident, en tout cas sur les tronçons qui sont hyper fréquentés aujourd'hui, quoi. Après, c'est la route, il y a vachement d'espace enherbé et il y a la piste derrière, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas cet espace-là. On se dit, bah, là, une solution, ce serait d'être dans le champ. Donc là, c'est acquisition, procédure environnementale, etc. Là, on a quand même de la place de faire un aménagement qui est sécurisé et confortable. Donc on se dit, bah, la haie, ça passe, quoi. Bon, en herbier, alors, des fois en séquence aussi, pour pas avoir non plus des grandes, des artères, je dirais, en pleine campagne. On ne veut pas non plus coller du béton partout ou mettre de la glissière partout. Donc on essaye de séquencer aussi les aménagements pour qu'ils soient bien intégrés d'un point de vue paysager. Merci pour cette réponse. J'enchaîne sur peut-être une troisième question. Il y en a quelques-unes qui arrivent en fil dans le chat et dans les questions-réponses, mais je ne sais pas comment on est, Chloé, au niveau du temps. On a encore quelques minutes pour répondre aux questions. Ok. Ne t'en prive pas. C'est noté. Peut-être prendre la question des marquages au sol. Donc encore une question sur la conception technique. C'est des choses qu'on voit arriver chez les collectivités territoriales, ce marquage au sol. Quid de la durée de la conception de ce type de réalisation? En fait, c'est une pépite gravillonnée, hein. C'est un enduit sur lequel on met. On a été voir en ville parce que, dans certaines agglomérations dans le Morbihan, certaines communes, en fait, on a des pépites, mais plutôt à l'intersection des pistes et de la voie. Et en fait, on voit que le passage, en fait, ça s'arrache ou des coloris. Nous, le choix, c'est de dire en amont des intersections, on cède le passage. Je suis cycliste, je vais à l'intersection, je vais freiner, je m'arrête pas, je peux ne pas m'arrêter parce qu'il n'y a pas de trafic. En fait, on n'a pas beaucoup d'intersections parce qu'on longe systématiquement les routes. Il y en a certaines. Mais cette couleur, alors on va tester un nouveau produit qui s'appelle Spray Grip. Alors je fais la pub, hein, mais c'est pareil, c'est une résine qu'on peut colorer de n'importe quelle couleur. Et là, du coup, en section courante, cycle et piéton, il y a très peu de dégâts parce qu'en fait, c'est pas le poids d'un vélo qui va arracher le revêtement. Par contre, en ville, dès qu'il y a du passage VL ou PL, on voit que ça part, quoi. Après, la couleur sûrement va s'estomper, mais l'idée, c'est de dire en amont, et le projet, le premier principe technique qui est dans notre guide, c'est de dire il faut communiquer, il faut aller voir les citoyens, il faut aller voir les communes, mettre des panneaux pour dire attention, de la couleur, c'est j'arrive à l'intersection ou je pars sur une piste, quoi. L'idée après, c'est de dire aussi, je roule, le cycliste cède le passage, il stoppe parfois, mais on ne l'a jamais fait parce qu'il y a des axes aussi, des gros carrefours. Mais en tout cas, on déroule, la couleur, c'est une alerte, je suis vigilant, je peux traverser, quoi. Sur le produit en tant que tel, on l'a posé l'année dernière, aujourd'hui il tient toujours. Voilà. Après, il y a différentes résines, différentes coloris, différentes textures. Nous, il est sur la piste cyclable, donc on peut considérer que le revêtement ne va pas s'arracher du jour au lendemain, quoi. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est du béton teinté dans la masse. Là, pour cette piste-là, la photo, en fait, ça avait déjà été coulé en enrobé noir. Donc, il fallait couper, gratter pour mettre un enrobé jaune, en fait, ce qu'on voulait. Et on s'est dit, tiens, on va tester la pépite. C'est beaucoup moins cher qu'un enrobé coloré. Et on se dit que dans le temps, ça devrait coller, quoi, en fait. Après, le risque, c'est que si ça s'efface, un jour, ça pourrait être refait, quoi.
Et les habitudes font que peut-être que les gens maintenant ont l'habitude et puis connaissent le chemin, donc il n'y a peut-être pas forcément lieu de reformaliser de la couleur ou pas. En tout cas, sur les intersections, on le fera systématiquement. Ouais. C'est noté. Et peut-être je reprends un lot de questions, toujours sur les caractéristiques techniques de vos préconisations, sur la question de la barrière qui interroge en tout cas. Et donc du coup, j'enchaîne sur deux questions. Déjà, la question de la déformation. S'il y a une collision, est-ce que ça risque pas de manger sur la piste cyclable? Si, Et complètement. quid du sujet du ruissellement aussi, Ouais. autour de ces deux sujets? Alors, c'est vrai que nous, ce qui est fondamental, le premier critère, c'est l'emprise foncière disponible. C'est-à-dire que quand je vois le guide des GTM qui nous dit vous avez la route et il faut laisser un espace de 8 mètres faire la piste, moi, ça me fait rêver. En tout cas, dans le Morbihan, je n'ai pas encore trouvé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se dit, c'est une piste qui peut être réalisée dans un délai raisonnable, 1 an et demi, 2 ans, ou un peu moins, même parfois. Quel est le choix? On le fait dans les emprises ou on le fait en dehors des emprises, c'est-à-dire encore une fois acquisition foncière, inventaire zone humide, inventaire faune flore, franchissement de cours d'eau, de ciel sur l'eau, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, 3, 4, 5 ans. Quoi. Le fait d'être dans les emprises, en effet, voilà, des fois on se dit là il y a de la marge, on peut mettre un dispositif, on peut laisser une bande de récupération, voire ne rien mettre, ou un dispositif de séparation physique, puis la piste. Nous, dans le cas qui a été montré, tout rentrait au chausse-pied. Mais le fait de mettre un dispositif, on s'est dit sur une route à 90, on veut protéger. En effet, demain, un camion prend la glissière, elle se déforme. En effet, elle arrive sur la piste cyclable. L'idée, c'est que nous, si service, il y a quelque chose qui arrive comme ça, on sera au courant. Et l'idée, c'est d'intervenir rapidement pour réparer. Quoi. Mais ce sont des choix qui ne sont pas simples parce que entre j'ai le foncier, je m'enlève déjà une épine du pied, je peux aller assez vite. Qu'est-ce que je fais? Et nous, ce sont des sujets qu'on traite. Ce matin, j'étais sur le terrain, on s'est posé plein de questions. En effet, notre guide, c'est la doctrine, c'est le cadre, mais en fait, on va toujours déroger parce qu'on se dit, là, on n'a pas la place. Et donc, le dispositif, si je mets quelque chose de 80 cm, ma piste, c'est 80 cm ou 50 cm que je perds. Donc, du coup, je fais un choix qui est autre que de la doctrine. Ça peut être de la bordure ou autre. Quoi. C'est vraiment, souvent, nos pistes, nous, c'est vraiment, je dirais, presque au centimètre près. Voilà, c'est pas au mètre près, c'est vraiment au centimètre près. Après, il y a des sections, ces sections-là, ça a été 6 mois de travaux, quoi, en fait. 1 an d'études, 6 mois de travaux. Donc, on l'a sorti. Et aujourd'hui, tout le monde est content quelque part. Mais on aurait pu se dire, on se met dans le champ, on fait de la glissière béton, mais là, il y a d'autres problématiques. On fait de la glissière ferraille, il y a d'autres problématiques. C'est toujours des choix qui sont qu'il faut assumer de toute façon et qu'il faut expliquer. Voilà. Nous, on fait des avant-projets avec les communes et les assos pour dire, voilà, on a telle contrainte, comment vous voyez le truc? Voilà ce qu'on vous propose. 1, 2 ou 3 scénarios. Et on fait acter le scénario. Quoi. Eh bien oui, c'est sûr que la question de l'aménagement cyclable et de la conception technique est toujours un arbitrage en fonction de différentes contraintes. Peut-être terminer le cycle de questions. Déjà, pour vous dire que vous faites des émules au département de l'Ain, par exemple, on reprend vos travaux pour aussi travailler sur ces questions venir nous voir, d'aménagement le soleil cyclable. va revenir là. Super, et j'en profite pour glisser une question dans l'Ain. Voilà, sur ce département, il y a ce sujet toujours du rond-point. Comment, alors très rapidement, comment vous l'avez traité cette question du rond-point? Comment vous aménagez ces lieux très particuliers pour la sécurité des cyclistes? Alors en fait, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est passer au-dessus ou en dessous. Donc au-dessus, il faut du foncier et en dessous, il faut du foncier. Et quand on est en dessous, se pose un problème d'évacuer l'eau, quoi, en fait. Donc techniquement, des fois, c'est pas toujours envisagé. Donc du coup, on est plutôt sur se dire, on a des itinéraires. Et là, alors, soit on réduit la taille du giratoire, l'anneau circulé, pour dégager du foncier, pour faire un anneau indépendant pour les cyclistes, ou des fois on arrive et se pose la question du franchissement des voies d'insertion des giratoires, et là généralement on ouvre les îlots et on fait des passages. Alors encore une fois, c'est vrai que des fois on est critiqué pour se dire le passage il fait pas 3,50 m, il fait 3 mètres ou 2 mètres, on a quoi juste à peine calé un vélo cargo. C'est mieux qu'avant, c'est ce qu'on se dit. C'est pas parfait et on le sait parce qu'encore une fois, on n'a jamais anticipé la place du vélo. Quoi. Donc si on avait des giratoires avec des anneaux et puis des passages inférieurs partout, forcément, nous aussi, ça nous fait rêver. Mais encore une fois, quand il faut retravailler un giratoire, c'est pas non plus le même montant de travaux. Donc on essaye d'ouvrir les îlots
et on fait avec, encore une fois, l'existant. En fait, on se rend compte que plus on commence à chercher, plus il y a un moment, un jour, on arrête le projet parce qu'on ne fera jamais rien, parce que tout devient très vite compliqué. Donc on se dit, c'est quoi le bon sens? Et nous, est-ce qu'on laisserait nos enfants, en tout cas de mon équipe, c'est est-ce que je laisserais mes enfants traverser? On se dit, voilà, on arrête, on traverse. Certes, il y a un sas, des fois qui est super balèze, et tant mieux, on n'a pas de reproche. Des fois, il n'est pas adapté à la taille d'un vélo cargo. On se dit, bah ouais, du coup, ça veut dire qu'on ne fait rien. Donc, on se dit, bah si on fait, et puis on travaille aussi sur la signalisation en amont, quoi. Merci pour ces réponses, ces explications. Il y a quelques autres questions dans le chat. On va vous répondre pendant les autres interventions et je laisse la main à Chloé. Merci encore. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci beaucoup Axel pour avoir repris les questions. J'en profite pour dire, j'ai vu une main levée à un moment donné. Si je vais assez vite et si je suis assez efficace, on essaiera de prendre les quelques questions orales. Je vous désactiverai le micro si c'est possible pour les poser à Jean-Philippe s'il est d'accord de rester avec nous ou à nous qui travaillons à la FUB, Axel et moi, éventuellement Céline si elle est encore là. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment une question qui vous brûle, vous pourrez la poser à la fin. J'enchaîne du coup après cette présentation pour essayer. Donc là, vous avez le cas du Morbihan avec Jean-Philippe qui vous a présenté son guide, son référentiel technique dans le Morbihan. Nous, on va essayer d'avoir une approche un petit peu plus nationale, globale. Et surtout, nous, notre rôle, c'est pas du tout d'être des techniciens. Alors, même si Axel est bien calé sur ces sujets d'aménagement technique, mais c'est plutôt de porter la parole des cyclistes du quotidien et d'essayer d'apporter des solutions qui soient des solutions au plus près des usagers et usagères. Rapidement pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet du vélo en milieu rural, parce que c'est là qu'on a identifié qu'il y a une contrainte, des enjeux particulièrement importants par rapport à des grosses agglomérations dans lesquelles on sait que les aménagements cyclables avancent, dans lesquelles on sait que le vélo il a conquis une partie de l'espace et où la solution est crédible. Hors agglomération, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est là qu'il y a le plus de morts à vélo et c'est là que les personnes considèrent que c'est le plus dangereux de circuler à vélo. Vous avez un chiffre là qui est issu du coup de la dernière enquête baromètre de la FUB de 2021 qui avait interrogé du coup les participants à ce questionnaire-là, qui nous disait que 82% des habitants des communes rurales disaient que circuler pour les personnes les plus vulnérables, donc les enfants et les personnes âgées, à vélo, c'était dangereux hors agglomération. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait, c'est le constat qu'on a fait à la FUB. On a des contraintes particulièrement importantes. On est aussi saisi par nos associations au milieu rural qui sont de plus en plus importantes et qui nous disent que c'est dangereux. Et le deuxième constat qu'on fait, c'est que la moitié des déplacements font moins de 5 km, et y compris en zone rurale. Et ça, c'est le deuxième constat qu'on fait. C'est que du coup, le vélo, ça pourrait conquérir une partie des déplacements, et même peut-être même au-delà. Et on va le voir tout de suite. Du coup, on est parti de ce constat-là avec nos associations. On a monté un groupe de travail et on a essayé de trouver des solutions et aussi de dresser un nouvel imaginaire du vélo en milieu rural. L'imaginaire aujourd'hui du vélo hors agglomération, c'est plutôt le loisir, c'est plutôt le sportif aguerri qui prend son vélo pour faire des longues distances. C'est celui qui, voilà, pas forcément de contraintes particulières quand il n'y a pas d'aménagement cyclable, mais on n'imagine pas du tout, et Jean-Philippe l'a dit, des enfants circulent à vélo dans la plupart des zones rurales. Et donc, on a essayé de s'intéresser à cette question-là en se disant, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toute une partie des trajets courts qui pourraient être faits à vélo à condition qu'il y ait des aménagements. Il y a aussi l'utilisation du vélo à assistance électrique qui est possible pour des trajets plus longs, peut-être même de 10 km. Et la complémentarité aussi du vélo et des transports en commun. On peut imaginer prendre son vélo et le stationner à côté des abords de cars, de bus, de petites lignes de train quand il y en a. Et ça pourrait être aussi un nouveau plaisir à se déplacer. Là, ce que vous voyez, les images que vous voyez là à droite, c'est issu en fait directement de nos associations qui nous ont envoyé des photos en nous disant nous, on voit de plus en plus de personnes faire du vélo sur des petites routes secondaires. Ils se sont réappropriés des endroits, vous le voyez. Et du coup, il faut qu'on s'intéresse à cette question de la réutilisation de ces routes-là qui apparemment en fait, sont des routes qui
permettent de redonner du plaisir dans beaucoup de trajets pour les gens qui les utilisent. Et donc, on en est venu à ce concept qui est le plan de circulation. Vous connaissez peut-être sûrement, le plan de circulation, c'est rien de nouveau, c'est déjà utilisé dans beaucoup de villes. Notamment, on a un exemple français qui est assez connu, qui est celui de Chédigny, qui avait été aussi mis en avant, et plutôt pour la place qui avait été donnée aux piétons. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire un plan de circulation en milieu rural en se disant que, donc là, c'est le schéma que vous voyez, hein, vous voyez le petit schéma à droite, là, vous voyez le avant-après. Avant, du coup, la voiture a sa place partout, sur tout le territoire et sur l'ensemble des axes. Et après, l'idée, c'est de renverser la hiérarchie des normes et de se dire qu'il y a certains endroits où on va canaliser le trafic motorisé et d'autres endroits où on va donner une priorité aux mobilités actives, aux cyclistes et aux piétons, ou alors on va peut-être organiser un partage de la route, mais à des conditions de sécurité qui sont bien plus exigeantes que ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on dit, nous, à la FUB, c'est qu'il n'y a aucun partage de la route qui est possible au-delà de 50 km/h si on parle seulement de la vitesse. Donc ça, c'est une des contraintes qui pourrait, du coup, être mise en œuvre sur certains tronçons. Donc voilà, l'idée, c'est on reprend l'ensemble du réseau routier, donc ça peut être à l'échelle d'un département. On part du besoin des usagers et des usagères du vélo en se posant la question des endroits où ils ont besoin d'aller. Et du coup, sur ces axes-là, on va réfléchir à l'endroit où on va les faire passer dans les conditions de sécurité les plus importantes. C'est aussi un autre constat, hein, sur lequel on s'est basé pour mettre en place ce plan de circulation, c'est qu'il y a une contrainte aujourd'hui financière et foncière qui est particulièrement importante et qui pèse sur vous, département. Et on peut pas demander évidemment du linéaire cyclable, des pistes cyclables très importantes sur l'ensemble des axes. Voilà, c'est aussi c'est un constat assez pragmatique qu'on a fait. Et on s'est dit aussi que ce plan de circulation, c'était une manière pour les cyclistes de redécouvrir du coup les paysages aussi, de reprendre du plaisir sur leur trajet, et que c'était une sorte de thermomètre aussi, de mesure de vitalité du territoire. Si on peut permettre à des gens de relier deux bourgs à vélo, et donc d'aller dans les services essentiels à vélo, c'est le signe que du coup on a redynamisé le territoire et qu'on a réussi ce projet politique-là. Pourquoi c'est un outil gagnant à notre sens? Ça reste encore à notre sens et à celui de nos associations. Gagnant pour vous, alors collectivité au sens large, parce que un plan de circulation peut évidemment être mis en place à l'échelle d'une commune, à l'intérieur du coup de la commune, d'une intercommunalité ou d'un département, parce que c'est sobre en coût. Ça vous permet de lancer une première phase d'aménagement. Jean-Philippe a insisté là-dessus, sur le fait qu'il y a quand même toute une partie des aménagements en milieu rural, comme il n'y a pas vraiment de référentiel national et il n'y a pas vraiment de recette miracle, il y a ça vous permet d'expérimenter des choses sans forcément graver ça dans le marbre. Ça vous permet de tester une complémentarité d'aménagement. On imagine, hein, ça a été le fait par exemple sur le département de la Manche, qui a testé du coup des aménagements des voies vertes, sauf riverains et engins agricoles. Et ça, à part évidemment des panneaux et de la peinture, ce qui n'est pas rien, c'est quand même beaucoup moins cher que mettre en place des aménagements lourds. Donc ça vous permet de tester, de réutiliser aussi la voie existante. C'est le constat qu'on a fait, c'est que en France, on a un réseau routier particulièrement dense, l'un des plus denses du monde. Donc de réutiliser des petites routes secondaires, c'est une manière très pragmatique de répondre rapidement aux besoins des cyclistes qui ont pour la plupart besoin de trouver très vite des alternatives à la voiture individuelle. Il y a un besoin pressant et de plus en plus important pour une partie de la population de se déplacer autrement qu'en voiture. Et donc, aussi en réutilisant ces voies secondaires, on peut conquérir un nouveau public cycliste très rapidement. Jean-Philippe disait aussi, voilà, nous, on se concerte avec les associations pour savoir est-ce que ça, c'est un aménagement qui va être utilisé, est-ce que c'est suffisamment, est-ce qu'on se sent suffisamment en sécurité là-dessus? Si on imagine du coup laisser la place à des cyclistes sur des tronçons secondaires, on imagine que c'est voilà, un aménagement qui est particulièrement
sécurisé, à condition bien sûr qu'on fasse attention au trafic motorisé et à la vitesse. Et aussi, ça fonctionne. J'ai eu un petit bug de diaporama, mais ça fonctionne bien. Simplement, si je résume, et pour vous laisser un maximum de temps pour vos questions et que je parle pas trop, si on résume du coup, nous, notre concept de plan de circulation, ça n'a pas de valeur juridique, comme peut l'avoir un document cadre. Un plan de circulation, ça ne s'applique pas seulement du coup au milieu urbain, ça peut aussi s'appliquer aux milieux ruraux. Ça remplace pas évidemment la création d'aménagements en site propre, là où du coup on a besoin. Voilà, il y aura forcément des endroits, des franchissements sur lesquels on aura besoin de mettre en place des aménagements cyclables de qualité et sur lesquels du coup on peut se baser sur le référentiel du Morbihan. Mais ça vous permet quand même, ce principe théorique-là, de réutiliser des voiries existantes pour faire face aux contraintes auxquelles vous faites face aujourd'hui, de hiérarchiser aussi les usages de la voirie. On l'a dit aujourd'hui, la voiture a sa place partout et tout le temps. Sur certains axes, du coup, on va renverser un petit peu cette hiérarchie et redonner un petit peu de place aux cyclistes et aux piétons. Et l'objectif principal de ce plan de circulation, c'est quand même de réduire le trafic motorisé en vitesse et en volume. C'est la principale caractéristique du plan de circulation si on devait résumer en fait son objectif final. J'en profite pour faire un petit peu de pub, je vous l'ai dit, pour les programmes que porte la FUB, mais vous avez un programme là, donc bénéficiaire des certificats d'économie d'énergie, qui se termine en 2026. Donc c'est l'un des programmes qui reste encore à la FUB pour une année supplémentaire, qui peut vous permettre de vous former sur ces sujets, plan de circulation et aussi aménagement en milieu rural. Donc l'Académie des mobilités actives, c'est des formations 100% gratuites qui ont plusieurs formats différents, plusieurs sujets différents. Je vous l'ai dit, il y a une formation spécifique sur les milieux ruraux et spécifique sur les plans de circulation. Ça peut aussi être sur la concertation avec les usagères et usagers sur votre territoire. C'est à notre sens un point clé au moment où vous voulez mettre en place, que ce soit des aménagements cyclables ou des plans vélo ambitieux. Et donc, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'Académie du Mobilité Active pour regarder les prochaines formations et vous y inscrire. On voulait enchaîner du coup avec Axel, avec cette présentation que j'ai essayé de faire à la fois la plus synthétique possible, mais la plus complète. On a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Pour vous demander, ça peut être à ce moment-là, soit de continuer pour vous à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses, ou bien même du coup à lever la main, et je pourrais activer votre micro, vous poser la question de, à votre sens, est-ce que le plan de circulation, c'est un outil qui est applicable chez vous, si vous l'aviez déjà testé, en rappelant que, évidemment, dans ce contexte aujourd'hui qui est très tendu pour vous, collectivités, ça peut être une solution intéressante. Et nous avons, Chloé, une première main levée de Laurent Chignard. Et Ouais. Je vais tout de suite autoriser le micro pour poser la question. Je rappelle quelques règles, comme nous avons 5 minutes et que je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. Essayez de faire le plus synthétique possible et on vous y répondra bien sûr aussi le plus synthétiquement possible. On s'y engage. Laurent, normalement, je vous ai activé le micro. Vous pouvez activer vous pouvez maintenant ouvrir le micro et poser votre question. Oui, ça marche? Ouais, ça marche très bien. Merci beaucoup. Oui, bonjour et merci pour cette présentation. Oui, en deux mots, sur l'aspect finance, nous, on assiste beaucoup auprès du département pour l'arbitrage financier, parce qu'on est encore aujourd'hui dans l'asphalte, hein, on fait encore 2 ronds-points par jour en France, ça nous coûte 5 milliards par an. On fait des déviations, on fait des autoroutes et pas uniquement la 69. Donc on dépense encore beaucoup d'argent pour le routier. Et la solution pour justement avoir des financements, c'est de faire un moratoire sur les routes. Et du coup, l'Ille-et-Vilaine l'a fait, hein, et du coup, on se retrouve avec des millions à dépenser. Donc, je pense que l'argument financier, c'est juste un choix politique. Il n'y a pas de fatalité à ne pas avoir d'argent.
C'est en guise d'introduction. Je le dis parce qu'on reçoit beaucoup cet argument, en fait. J'ai une question sur le plan de circulation hors agglo. Quand on est en agglo, on connaît, hein, semi-impasse, on fait des têtes bêches, on fait des sens uniques. OK. Quand on est hors agglo, moi, je m'interroge sur les filtres modaux en fait, qu'on met en place pour justement orienter le flux motorisé là où ça nous arrange. Je ne me vois pas mettre un filtre modal. Alors, vous parliez tout à l'heure des panneaux, donc hors engin agricole et hors résident. Est-ce que ça suffit? Je ne suis pas convaincu. Enfin, nous, on est dans la Sarthe, hein, on est dans le pays de la voiture, hein, je m'excuse. Hein. Mais quid des filtres modaux sur l'or agglo de manière générale? Merci. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce que, Axel, tu veux répondre à cette question? Oui, qui est une question épineuse, hein, c'est sûr, le sujet des filtres modaux. Déjà, voilà, ça a été mentionné, la question des droits d'accès, donc aux riverains, aux agriculteurs, ça c'est un vrai sujet. Il faut le travailler en concertation quand on souhaite développer ces plans de circulation. Donc ça, c'est un premier axe. Et après, j'ai envie de vous retourner le sujet, c'est peut-être au territoire aussi d'inventer des types de filtres modaux qui permettent d'éviter voilà, une circulation de transit très importante. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est pas forcément la circulation voilà, de destination. L'idée, c'est d'éviter sur les axes pour les modes actifs une circulation de transit qui soit massive. Et donc là, oui, le panneau, par exemple, ce qui est intéressant derrière le panneau, c'est que ensuite sur Waze, vous n'allez pas pouvoir utiliser cette route-là. Et ça, typiquement, ça permet eh bien, de supprimer du trafic de transit sur ce type d'accès. C'est vrai que la séparation physique pose question. Nous, ce qu'on constate, c'est il y a matière à innover sur cette question du plan de circulation. On voit des exemples assez intéressants popper un peu partout en France. On est vraiment preneur aussi de retours d'expérience sur le sujet. Hein. On en a quelques-uns qui commencent à être identifiés, mais ça reste quand même quelque chose à inventer aussi. Voilà, donc je partage avec vous cette interrogation et charge à nous en fait de trouver des solutions intéressantes. Merci beaucoup, Axel. Est-ce qu'il y a, il est 30, mais on peut prendre une dernière question à main levée si quelqu'un a envie. Ou bien alors on conclura là-dessus. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. On essaiera de les prendre à la fin et peut-être de les intégrer dans la fiche synthétique qu'on vous enverra. À noter aussi que oui, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Non, Vas-y. je voulais juste dire que des fois, il y a plein de bon sens, mais tout le monde n'a pas ce bon sens-là. C'est-à-dire que le seul truc qu'on maîtrise pas, c'est le comportement des gens. Donc c'est vrai qu'on a beau réfléchir pour se dire tiens, on va faire ça comme ça nous paraît bien, et on a toujours quelqu'un qui va faire l'inverse de ce qu'on a imaginé, qui va râler, quoi, en fait. Après, le retour aussi que j'ai, moi, c'est que tout le monde, sur les projets qu'on concerte, tout le monde a son avis. On est tous entraîneurs de foot à un moment, ou tous entraîneurs de volley ou surfeurs, ou voilà. Et donc, en fait, il y a un moment, il faut aussi savoir décider du bon aménagement, en disant c'est pas parce que vous, monsieur, vous voulez ça que tout le monde veut ça. Alors, c'est dur à dire, hein, parfois, ou c'est dur à entendre pour l'usager, mais des fois, il faut pas non plus essayer de bien faire partout parce qu'on n'y arrive jamais. Et l'idée, c'est bien aussi une infra qui soit pour tout le monde, quel que soit son âge, son sexe, sa catégorie socio-professionnelle. C'est jamais parfait. Mais en tout cas, la récompense qu'on a, nous, c'est quand ça fonctionne. Voilà. Et c'est vrai que des fois, on se dit, on va passer du temps pour discuter de ça et de ça parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit qui veut absolument ça. Il ne faut pas hésiter à dire, non, non, parce qu'on a telle expérience qui montre que, et c'est pas parce que vous voulez que. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait des dispositifs. Je pense que voilà, on a beau mettre tout en place, le gars qui veut casser une barrière, il va casser une barrière. Nous, on n'en met plus. Voilà, c'est un choix aussi assumé. Le comportement des gens ne maîtrise pas, que ce soit automobiliste, cycliste, piéton, trottinette, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut faire avec le comportement des gens qui sont parfois, font preuve d'incivilité, quoi. Donc attention aussi à ça et attention à ne pas répondre toujours, essayer de répondre à tous, quoi.
c'était un peu aussi pour conclure par rapport à ce qu'on a pu voir, certaines réunions, nous, un peu agitées. On dira quand même, merci beaucoup Jean-Philippe, et ce qu'on peut conclure sur cette question, c'est ce qui nous paraît très intéressant et du coup, vous pourrez le consulter dans le guide que je vous ai présenté au départ sur la concertation entre associations du coup, qui portent les sujets vélo et département. C'est d'essayer au maximum, dans la mesure du possible, d'associer les associations d'usagers et d'usagères qui en général sont experts, non pas forcément alors ça peut, mais des aménagements techniques, mais experts dans le ressenti et le niveau de sécurité dont ont besoin les gens qui ont envie de circuler à vélo, qui peuvent très vite aussi et rapidement proposer des solutions et identifier les endroits sur lesquels on a particulièrement besoin de sécurité. Donc moi, je vous invite à consulter la carte des associations qui sont présentes sur vos territoires pour vous en rapprocher et les associer à vos projets, à vos plans vélo. Voilà, ça pourra vous aider, vous aiguiller. Et si vous organisez une concertation avec ces associations tout au long de votre projet, vous serez forcément gagnant. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont participé. C'était du coup la fin de ce duo de webinaires. Vous aurez du coup à disposition à la fois du coup le compte-rendu de ce webinaire, mais également 2 fiches synthétiques qu'on enverra aux participants et participantes des webinaires, mais plus largement aux présidents et présidentes de département qui ont du coup reçu le courrier de présentation de la convention avec Département de France. On vous remercie beaucoup pour votre participation. On remercie Jean-Philippe, Axel, Céline qui a pris la parole au tout départ pour l'introduction et on espère que ça vous a été utile. Merci beaucoup à tous et toutes.